Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ces jeunes gens, jeunes étudiants qui sont sur place, j'imagine, et c'est tant mieux. Et puis pour certains qui sont à distance. Alors, aujourd'hui, on va vous partager. Je suis Youssef Moudi, un berger, le Carl Berger-Levrault. Je travaille depuis de nombreuses années dans le secteur des solutions de gestion pour la maintenance et je dirige notamment l'innovation et les équipes de recherche. Et je serai accompagné d'un de mes collègues, Sébastien Dufour, qui est data scientist. Euh, alors aujourd'hui, on va partager avec vous nos connaissances, notre expertise pour discuter un peu de diagnostic et pronostic dans le contexte de gestion d'équipement et de maintenance. Donc on va définir un peu ce qu'est le diagnostic et le pronostic, puis présenter une approche d'analyse de données en mettant l'accent sur les données nécessaires et pertinentes pour faire du diagnostic et du pronostic en maintenance. On discutera de quelques techniques d'IA qui peuvent aider à produire les diagnostics et puis les pronostics. Et puis, je ferai un petit tour par la technologie, ce qu'on propose comme technologie pour mettre en œuvre cela. Et puis après, je laisserai la parole à Sébastien qui pourra vous illustrer ça de façon plus concrète et moins théorique que moi sur un cas industriel. Et puis enfin, si on en a le temps, on présentera Carl Berger-Levrault euh, en quelques mots. Voilà, donc on va commencer par le diagnostic et le pronostic. Alors, pour parler du diagnostic et du pronostic, euh, on pourra utiliser la métaphore médicale. Je pense qu'on y reviendra assez souvent avec Sébastien. Mais avant tout, il y a un petit graphe là qui l'explique bien, qui permet de bien comprendre ce qu'est la maintenance prévisionnelle. Vous voyez, on a les coûts et puis le nombre de pannes. Et ce que l'on cherche à faire, donc peut-être bon nombre d'entre vous connaissent déjà ce qu'est la maintenance corrective, puis la maintenance préventive. Et on voit que bah, les coûts en maintenance préventive, le nombre de pannes est faible, mais les coûts augmentent. En maintenance corrective, c'est l'inverse. Le coût reste relativement faible, mais le nombre de pannes peut croître très vite. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est cette fameuse courbe bleu foncé qui va faire cet entonnoir et on va chercher l'optimum, en fait, entre l'effort de maintenance préventive qui peut coûter relativement cher et puis cher en termes de budget de maintenance. Et puis, l'attente ou la trop grande attente sur la maintenance corrective. Alors, pour chercher cet optimum, c'est pas très simple. On pourrait bien sûr se dire que ça va nous permettre de prévoir des pannes à l'avance, mais en fait, on va aller un peu plus loin que ça, que prévoir des pannes. Vraiment, ce qu'on va chercher à faire ici, dans ce qu'on va vous montrer sur le diagnostic et le pronostic, c'est d'utiliser ces facultés de recherche d'optimum pour comprendre quand une panne se produit, pourquoi, c'est la fameuse notion du diagnostic, prévoir les conséquences si on ne fait rien ou si on fait une action particulière, on va rentrer dans le pronostic, et donc vis-à-vis de ce pronostic, essayer de trouver la bonne recommandation. Alors, diagnostic et pronostic, pour donner une définition, de nouveau, un schéma intéressant. Bon, déjà, ce qu'on peut dire du diagnostic, c'est là qu'on va caractériser l'ensemble. On va faire une observation et on va caractériser l'ensemble des défauts du système, donc, qui nous fait passer d'un mode normal et à un mode dégradé. Donc, c'est ce qui va nous caractériser le mode dégradé. Euh, et donc, ça, c'est via le diagnostic. Donc, on va poser le diagnostic pour définir ce qu'est notre mode dégradé. Le pronostic, donc un mode dégradé, ça veut dire qu'il y a forcément une panne. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir une future, mais il n'y en a pas forcément une. Le pronostic, c'est de dire bah, qu'est-ce qui va se passer si ce mode dégradé perdure et qui nous conduirait à un mode de défaillance. Donc c'est pronostiquer ce mode de défaillance-là qui nous emmènerait vers un état défectueux qui sera atteint dans un futur proche ou lointain. C'est exactement ce qui se passe dans un examen clinique quand chacun d'entre nous va chez son médecin généraliste. Il fait quelques observations. Il ne fait pas forcément passer une IRM, un scanner et analyser toutes nos cellules. Et à partir de son observation, il pose un premier diagnostic et il anticipe un pronostic d'évolution de cette maladie ou de caractérisation de la maladie. Et il va même plus loin pour nous ramener à un état normal. Il va nous proposer une série de mesures à travers des traitements. Et donc là, c'est un peu ce qu'on va chercher à faire. Et donc, dans le pronostic, on va s'intéresser à la dégradation, comment l'équipement peut se dégrader. Mais surtout, les équipes maintenant, s'ils ne veulent pas le voir se dégrader,
surtout si la conséquence est fâcheuse. Donc dans ce cas-là, on va aussi s'intéresser dans le pronostic à qu'est-ce qui peut nous ramener à une situation normale. Voilà, donc ça c'est juste un peu pour poser le contexte. Alors, quand on veut diagnostiquer et faire du pronostic, eh ben, il faut définir une stratégie. Je vais poser la stratégie non pas en termes de processus de maintenance, euh, puisque là chaque équipe de maintenance est un peu son organisation, mais plutôt en observation des équipements et en discutant sur les données, et notamment les données numériques qui nous seraient utiles. Alors, la première chose, c'est que pour diagnostiquer, il faut observer régulièrement. Donc, il va falloir définir des paramètres euh, d'observation, des symptômes, des causes, des remèdes, puis éventuellement des mesures à relever. Et quand on parle de ces mesures, il va falloir définir, bien sûr, la périodicité et relève de ces mesures. Il va falloir les définir en se donnant comme objectif de qu'est-ce qu'on veut analyser et finalement qu'est-ce qu'on veut diagnostiquer. Donc, on va rentrer dans une phase de validation et d'analyse de ces données-là. Alors, on peut le faire d'un point de vue symbolique, avec des données très symboliques, comme on le fait avec une Landeck, mais on peut aussi intéresser de façon plus précise avec des données numériques. Et enfin, il faudra qu'on définisse quelles actions on peut mettre en œuvre à partir de ce diagnostic-là. Alors, il y a différentes approches pour réaliser ce diagnostic et ce pronostic. Alors, on vous en propose une qui est liée, qui vient de la littérature, hein, sur laquelle on s'appuie, et qui est le processus de décision en maintenance. Alors, ce processus de décision, vous voyez, il a plusieurs étapes, hein. Il a le monitoring pour l'observation, un processus de diagnostic, et en cascade, à partir de ces informations, on peut aller dans l'aide à la décision pour les équipes de maintenance. Et en entrée, eh ben, on a des données très différentes. Pour le monitoring, évidemment, on va prendre des données de fonctionnement, de capteurs, de bus de terrain. Pour tout ce qui est pronostic, on va plutôt s'appuyer sur les connaissances. Donc, il faut avoir des connaissances structurées. Euh, et puis, pour l'aide à la décision, on va s'appuyer sur toutes les données analytiques qui peuvent revenir sur l'analyse des coûts de maintenance. Ce processus d'aide à la décision, eh bien, en sortie, on va en attendre quoi? On va en attendre le plan de maintenance idéal. Donc, même si on avait un plan préventif, par exemple celui du constructeur, ou un plan préventif qui a des méthodes, on cherchera à l'ajuster. Alors, si on fait des focus, je vais me focuser sur, pas tous, hein, c'est juste sur le diagnostic et le pronostic. Donc, sur le diagnostic, sur le monitoring, si on fait un petit focus, on va voir quels sont les enjeux ici. Donc, on voit qu'il nous faut des données en entrée qu'on doit mesurer périodiquement et qu'on doit être en capacité d'analyser le plus automatiquement possible. Sinon, ce n'est pas quelque chose d'applicable sur le terrain pour les équipes. Alors, on va chercher à recueillir quoi comme données? Essentiellement des données brutes qui viennent, ce qu'on appelle des données brutes, mais des données qui viennent de systèmes de supervision ou de capteurs. Et les enjeux, alors ça paraît simple à dire, mais on va avoir beaucoup de données de monitoring qui nous génèrent beaucoup d'alarmes, mais rien à en faire. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de fausses alarmes, par exemple, ou parce que les données sont trop brutées. Et un des enjeux ici, c'est bien sûr d'améliorer la qualité des données. Donc savoir différencier un problème sur le système d'un défaut de capteur, par exemple. Et puis aussi, eh bien savoir corréler ces données dans le temps et avoir un premier niveau d'analyse automatisée des données qui permettrait, par exemple, de fixer des seuils d'alarme pour détecter pour caractériser, par exemple, des symptômes de façon la plus automatisée possible. Donc ça, je l'expliquerai après sur les techniques qu'on peut utiliser euh, pour faire de l'analyse automatisée des données. Alors, un des moyens, typiquement, c'est de savoir, pareil, c'est très connu dans la littérature, savoir analyser automatiquement ou détecter automatiquement des anomalies. Je ne veux pas tout commenter, je vous montre juste une approche originale que l'on déploie, qui s'appuie pas mal sur l'apprentissage automatisé, ou tout ce qu'on peut mettre derrière le grand mot intelligence artificielle. Mais voilà, on part de données qui sont non labellisées, qui sont des données brutes qui arrivent en temps réel des machines. Et à partir de ces données-là, on essaye euh, de les analyser automatiquement pour détecter s'il y a des anomalies en séparant deux niveaux d'anomalies, les anomalies ponctuelles, donc qui seraient vraiment cette fois-ci au niveau du capteur, par exemple, ou de la relève de données, d'une anomalie plus globale qui pourrait corréler plusieurs informations d'une même machine et qui pourrait être une forme de pré-diagnostic pour une anomalie du système.
Voilà, donc ça, c'est une approche. Donc ça, c'est pour vraiment ce diagnostic, on va beaucoup le baser sur les données d'observation. Alors pour faire le pronostic, c'est assez différent. On va s'appuyer bien sûr sur le premier niveau de prédiagnostic qui est venu du processus précédent. Et on va venir le combiner avec des données, avec des connaissances qui traduisent des modes opératoires. Donc, bien sûr, les connaissances de maintenance, mais aussi les modes opératoires qu'on peut trouver dans des outils de gestion tels que la GMAO. Alors, sur ces données de diagnostic, on va aussi faire des tendances, on va faire des extrapolations, des analyses de dérive et des courbes de tendance. Comme précédemment, on va avoir pas mal de défis pour faire en sorte que ce processus de pronostic soit efficient. Il va falloir de nouveau qu'on s'intéresse à la qualité des données. Alors ici, la qualité, elle n'est pas tant dans le bruit qu'on va avoir, mais dans la variabilité des données qu'on va avoir. Donc il faut avoir une bonne variabilité, une variété de données, car elle donne une bonne variabilité pour être sûr que ce soit bien représentatif de l'ensemble des cas et des connaissances que l'on peut avoir sur ces équipements-là. Enfin, on va de nouveau chercher à assister l'équipe maintenance en proposant un premier niveau de pronostic automatisé. Et pour ça, on a des difficultés liées à la gestion des connaissances où il faut savoir faire travailler au même niveau des données numériques avec des données qui sont de la connaissance et donc de faire de l'interopérabilité. Bon, vous l'avez compris, si on est dans une équipe qui fait de la maintenance en relevant des compteurs ou des mesures avec des systèmes analogiques en les notant sur du papier ou dans de l'Excel, ça va être difficile. Donc, la première chose, la première étage de la fusée, c'est bien sûr de savoir gérer ces données. Donc, d'avoir des systèmes, des bases de données, on va dire, qui constituent euh, l'historique de maintenance et l'historique des mesures. Donc, il faut potentiellement une base de données de type GMAO ou gestion d'équipement. Il faut savoir retranscrire l'expertise et les connaissances de l'équipe maintenance. Et il faut avoir des systèmes numériques pour faire tout ce qui relève, euh, comme je l'ai évoqué précédemment, euh, du monitoring. Enfin, une fois qu'on a ça, on va chercher à pronostiquer automatiquement. Alors, il y a plusieurs façons. Donc là, ça va être du raisonnement. On va chercher à raisonner sur ces données que je viens de citer, une fois qu'on les a au format numérique. Alors, il y a la voie difficile. Il y a le vœu pieux, en quelque sorte, la lettre au Père Noël. Là, il faut hybrider, c'est juste pour citer quelques techniques d'IA, il va falloir hybrider beaucoup de techniques d'intelligence artificielle. Alors on parle beaucoup ces derniers temps de réseaux de neurones, mais il va falloir hybrider ça avec des systèmes à gestion de connaissances et aussi des systèmes qui sont bien plus connus dans la maintenance, les systèmes de raisonnement à base de cas. Alors les systèmes experts, par exemple, en faisait partie. L'idée, c'est là d'arriver dans ce qu'on appelle l'inférence et d'être capable de raisonner sur ces données-là. Il y a une voie plus pragmatique qui est celle qu'on a commencé à aborder, c'est de dire on va plutôt utiliser une voie probabiliste qui s'appuie bien sûr sur des raisonnements à base de cas, qui sont plutôt des réseaux bayésiens, où on va définir différents états du système avec nos connaissances et on va aussi fixer avec nos connaissances des situations de passage d'un état à un autre. Et après, par des logiques probabilistes, on va avoir, en analysant les données, on va définir les probabilités qu'il y a de passer d'un cas de fonctionnement à un autre. Donc ça, c'est une démarche un peu plus facile d'un point de vue théorique, qui est beaucoup plus vraiment pragmatique et applicable sur le terrain euh, avec, avec des données numériques. C'est typiquement la voie qui a été utilisée sur le cas industriel et que vous illustrera Sébastien. Euh, pour autant qu'en amont, hein, bien sûr, on a fait de l'autodiagnostic sur les données. Voilà, enfin, si je fais une synthèse, si on veut se donner une vision de ce que serait un système numérique qui est capable d'analyser les données, euh, traiter des données, pardon, les analyser pour produire du diagnostic et du pronostic, on aurait quelque chose qui ressemble à ça, deux flux de données en entrée, des données vraiment de terrain qui proviennent de l'Internet des objets, notamment de l'Internet des objets industriels, des connaissances qui viennent de documentation numérique ou de systèmes de gestion de maintenance,
Et on va essayer d'extraire des connaissances à la fois dans les tendances en faisant de l'apprentissage, de représentation, et bien sûr dans cette base de connaissances. À partir de ça, on va fabriquer une nouvelle base de connaissances, qui est la base de connaissances en quelque sorte du diagnostic et du pronostic. Et sur la base, avec cette base de connaissances, on va pouvoir raisonner pour faire des diagnostics automatisés. En fait, pour être très transparent, on pourrait dire semi-automatisés, et du pronostic semi-automatisé. Et le tout se renforce par l'expertise de l'équipe. Voilà, donc ça, c'était l'approche théorique. Si on rentre sur le côté euh, technologique, comment ça se met en œuvre, ou des outils pour remettre cela en œuvre, bien, je vais vous l'illustrer avec ce que propose Karl Berger-Legros, donc une plateforme euh, d'IA et IoT dédiée à la maintenance qui s'appelle BL Predict. Donc là, vous voyez l'architecture fonctionnelle. Ce qu'il faut retenir dans l'architecture fonctionnelle ici, c'est essentiellement le système qui est multicouche. Donc le cœur, c'est l'interopérabilité. Il faut pouvoir interopérer avec tous les systèmes de collecte de données qu'il y a sur le terrain. Donc bien sûr, des réseaux de l'Internet des objets tels que LoRa, Sigfox, mais bien souvent aussi discuter avec des équipements plus anciens qui fonctionnent sur des bus de terrain ou des bus d'automatisme et donc avec des passerelles vers ces bus-là. Enfin, on a parlé, aller chercher des connaissances dans des documents ou d'autres systèmes de gestion tels que euh, les supervisions, les SCADA, les GTC. Tout ça va dans un bus, c'est mis au même format, et ensuite on peut passer à la couche de traitement automatisé de ces données pour faire déjà un premier niveau de diagnostic, comme je l'ai évoqué, en appliquant soit des règles, parce qu'on peut appliquer des règles, soit de l'IA. Et enfin, ces recommandations elles doivent pouvoir aller en sortie vers un système de gestion euh, qui va, par exemple, donner les ordres de travaux à réaliser. Donc, dans une plateforme comme ça, on va retrouver quatre grands modules. La gestion de ces objets connectés sur le terrain ou de ces machines connectées, la capacité à gérer et à stocker des grands volumes de données, notamment des données de série temporelle, euh, l'implémentation de toutes les règles de transformation, d'inférence ou d'apprentissage et d'analyse automatique des données. Et puis enfin, la restitution, alors à travers de la visualisation de données, de l'infovisualisation, donc des graphiques et des tableaux de bord, mais aussi, bien sûr, la capacité de l'envoyer vers les systèmes de gestion. L'idée d'avoir une plateforme dédiée à la maintenance, c'est de lever toutes les barrières à l'entrée technologique qui empêchent les services maintenance de déployer ce type de projet à des frais raisonnables. Et donc, enfin, je vous l'ai dit, l'idéal ensuite, c'est d'envoyer ça dans le processus et donc dans un outil de gestion tel qu'une GMAO. Donc, par exemple, évidemment, pour Bell Predict, ça interopère avec notre GMAO CarSource, mais n'importe quel outil de gestion qui permet de gérer la maintenance, on va lui envoyer quoi? Ben, les données de monitoring pour aider l'équipe maintenance à comprendre ce qui se passe sur l'équipement directement depuis sa GMAO, et puis alimenter des points de mesure fonctionnels et des processus de maintenance préventive euh, dans la GMA. Voilà pour une première entrée en matière, pour donner quelques définitions et puis un peu notre contexte et notre vision du diagnostic et pronostic. Et puis là, je vais passer la parole à Sébastien pour aller sur le cas industriel. Oui, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter peut-être. Je m'appelle Sébastien Dufour, je suis à la base ingénieur. J'ai longtemps travaillé dans une PME familiale qui faisait du canapé et il y a quelques années, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de changer de carrière et de m'orienter vers la data science, qui est un métier quand même très à la mode et qui me correspondait bien en termes mathématiques, analyse de données. Et donc j'ai donc passé un master à l'université de Lyon 2 et je travaille depuis 2 ans pour Carl Software pour analyser des données d'équipement suite à la création d'une plateforme IoT. Et voilà, je vais vous présenter un cas industriel dont je m'occupe depuis le début, qui est pour une société qui s'appelle Alstef, qui est basée à Orléans et qui est un fabricant de systèmes de transport de bagages aéroportuaires
et qui est souvent en charge de la maintenance. Pardon, est-ce que vous pouvez... Ouais, bon, c'est pas grave, ça sera du coup un peu plus long. Non, en arrière, ouais, voilà. Qui est souvent chargé donc de la maintenance sur site de ces systèmes. Et donc, bah, voilà, on a lancé un projet de co-R&D avec eux qui a démarré en septembre 2018, qui est un projet de long terme puisqu'il y a une multitude d'équipements et que voilà, ça demande les projets de maintenance prévisionnelle demandent beaucoup de temps en général puisqu'il faut cumuler des données, les comprendre et les expertiser et avancer. Voilà, Alors, je vais vous donner, comme il y a un peu d'usage dans ce genre de cas, d'écrire un peu les contraintes générales de la société et des équipements. On a affaire ici à des chaînes qui sont relativement complexes, qui sont très très automatisées et qui sont très très rapides, vous pouvez l'imaginer, avec des équipements qui sont en interaction les uns les autres, et un problème sur un convoyeur peut créer un problème sur toute la chaîne et avec des enjeux de retard et des enjeux économiques qui sont relativement importants. Et donc, les aéroports exigent des taux de disponibilité énormes qui sont de 99% largement et qui ils tendent même maintenant vers le 100%, voilà, par rapport à ces problèmes-là. Et donc, contraintes supplémentaires, on a aussi beaucoup d'aléas sur la chaîne qui sont dus en particulier aux bagages, hein. Les bagages qui ont des poids différents, des encombrements différents. Selon les lignes de transport aérien, on peut avoir plus ou moins de bagages et on a aussi une saisonnalité qui est relativement importante entre le jour et la nuit même l'été. Et donc, du coup, bah, il y a beaucoup de surpréventifs et des équipes de maintenance qui ont des effectifs importantes, qui sont présentes 7 jours sur 7. Et évidemment, le souhait de la société, bah, c'est de réduire le nombre enfin, de réduire le nombre d'interventions, le nombre de pannes, et euh, de mieux planifier leur maintenance. Excusez-moi, j'ai un souffle. Euh, et donc, en tant que fabricant, ils ont aussi une volonté euh, de, de créer une base de connaissances de leur fonctionnement, de fonctionnement moteur par exemple, l'évolution des températures, et ils souhaitent aussi avoir une solution innovante pour leurs aéroports. Alors, le principe du projet, oui, c'est bon, c'était bon, pardon. Le principe du projet, c'est de créer une plateforme de monitoring temps réel pour ces équipements aéroportuaires, pour des équipements qui sont des convoyeurs et des carousels, et qui vont se développer dans le temps à d'autres équipements. Ce qu'on appelle couramment un jumeau numérique et qui va être connecté directement à notre GMAO sur lequel on fait une corrélation au plan de maintenance pour savoir si évidemment ils sont suffisants ou inversement, quoi. Donc cette plateforme, elle se doit d'être fiable et sécurisée, bien entendu, mais elle a surtout une contrainte supplémentaire, c'est elle est faite sur un budget limité, puisque le coût unitaire d'un convoyeur n'est pas très élevé et le coût de maintenance lui-même est limité. Donc notre système, il va faire une analyse régulière toutes les 4 heures pour avoir du quasi-temps réel et il va surtout, critère très important, être généralisable à l'ensemble des convoyeurs. Et on se rend compte que c'est un point difficile parce que on a une multitude d'équipements avec des caractéristiques différentes. Même s'ils se ressemblent beaucoup, ben, vous avez des longueurs de convoyeurs, des pentes, des caractéristiques moteurs, des rôles, des types de bandes qui jouent en dissimilarité, pardon. Le phasage du projet, il a commencé donc en septembre 2018 par un plan d'expérience de 6 mois sur lequel on a testé un peu tous les états possibles et les caractéristiques de fonctionnement. Et il a permis aussi de fiabiliser les données dans le temps. Donc on est passé de 80 à 98% de fiabilisation. Et ensuite, on a fait 3 essais sur site qui ont malheureusement été un peu perturbés, comme vous pouvez l'imaginer, par le Covid. Mais bon, depuis quelques temps, on a un site stabilisé et voilà, on a un déploiement industriel qui est prévu sur 120 convoyeurs d'ici la fin de l'année.
les données collectées sont un peu des données basiques hein, du moteur. Comme je vous l'avais dit, on a un budget limité. On a pris les intensités et les vitesses moteurs avec une donnée qui est collectée à la seconde. En parallèle de ça, les données de température d'huile et de moteur, et en particulier les données de température d'huile, c'est toujours quelque chose d'assez important pour suivre les moteurs. Et de manière un peu particulière, puisque c'est des convoyeurs à bande et il y a la notion de la bande doit être totalement centrée sur le système, on a deux capteurs Tor qui sont de part et d'autre du convoyeur pour mesurer le centrage. Enfin, pour les carousels, comme on avait un budget qui était là un peu plus important, on a pu se permettre de faire des tests de vibration avec trois capteurs, un placé sur le châssis, un placé sur le moteur et un sur la chaîne d'entraînement. Donc voilà, le but de ces données, c'était vraiment de faire la reconnaissance d'état de fonctionnement et un diagnostic global de santé. Essayer de localiser des problèmes, d'observer des changements de comportement, des anomalies, des voilà, du pronostic sur le long terme. Alors, pour en revenir un peu à la méthodologie, les méthodes d'analyse et de valorisation des données, on va dire, elles sont globalement assez nombreuses en machine learning. Ça part de la détection d'anomalies, comme l'a exprimé Youssef, des méthodes de classification, l'analyse et la prévision de séries temporelles. Et ce sont bien souvent des modèles purement statistiques ou probabilistes qui nécessitent des agrégations de ces données sur des fenêtres de dimensions plus ou moins courtes, on va dire. Euh, et alors, on pourrait caractériser qu'il y a deux types de données. Il y a ce que j'appelle moi des événements, lorsqu'on a une rupture nette dans les données. Et je pense que l'exemple très concret, c'est la notion de marche ou d'arrêt voilà, qui est faite pratiquement sur la seconde, qui donne un indicateur de fonctionnement très très net. Mais aussi, c'est aussi le cas de panne sèche, de choc, et dans notre cas un peu particulier, d'estimation de bagages, enfin de passage bagage. Et donc, on est capable de mesurer un certain nombre d'indicateurs de fonctionnement. Mais en parallèle de ça, il y a des indicateurs que je caractérise de plus long terme. Je vais vous donner pour exemple l'usure des rouleaux d'un convoyeur. C'est des choses qui se dégradent petit à petit dans le temps. Mais c'est la même chose pour l'encaissement d'un filtre. Et là-dessus, on va plutôt mesurer des variations d'intensité ou des variations de température sur du très long terme. Voilà. Alors, au niveau de notre POC, de notre projet, on a commencé par faire un plan d'expérience, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est une étape qui est pour moi absolument nécessaire, bien que ça soit souvent considéré comme long, coûteux et en plus pas exhaustif parce que ça concerne qu'un seul équipement. Mais bon, pour moi, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de définir ce qui est le comportement normal d'un équipement et le comportement anormal. À partir de ce plan d'expérience, on est capable d'avoir une base de référence qui va nous permettre de mieux détecter l'analyse de panne. Alors, ici, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, un problème de ventilation moteur, on le voit tout de suite sur la température moteur. Mais voilà, il y a aussi des impacts en termes d'intensité sur la notion de charge. Quand on a un bagage jam, on a tout de suite une intensité qui est bien supérieure. Les problèmes de tension de bande sont visibles aussi. Et sur la droite, vous avez le comportement normal en température avec ah, est-ce qu'on peut revenir en arrière, excusez-moi, juste quelques secondes. Allô? Non, oui. Sur la droite, vous aviez le comportement en température. Donc on voit tout de suite que la température au début du fonctionnement monte très rapidement et se stabilise dans le temps et qu'elle se superpose au fur et à mesure, chaque jour en fait. Elle ne permet pas non plus de détecter précisément les pannes, ce qui était dans notre cas un peu décevant.
D'autre part, on a, dès que le système s'arrête, on a des gradients de température qui interviennent juste pendant 1 minute et qui sont relativement forts et qui nous permettent une analyse plus complète par la suite. Alors, oui. Alors, avant de passer au monitoring qu'on a réalisé, je voulais vous donner un peu le résumé des indicateurs qu'on met en place. Alors, il y a un premier indicateur que je n'ai pas mis, mais qui est relativement important, qui est la notion de fiabilité des données. Évidemment, s'il nous manque de données, on n'est pas bon. Mais après, il y a un certain nombre d'indicateurs comme le temps de fonctionnement, et j'insiste, ça c'est très important et c'est quelque chose dont on est sûr à 100% et qui correspond au fonctionnement du moteur. C'est un peu la même chose pour le nombre d'épisodes de marche-arrêt. Plus spécifiquement, dans notre cas, on a été capable, comme vous pouvez le voir sur le graphique, d'avoir un estimateur de bagages parce qu'on cela crée une surintensité. Alors là, c'est très net, mais des fois, c'est beaucoup moins net que ça quand même. Mais voilà, on a un autre indicateur de production qui est l'estimation de bagages et qui a une performance de l'ordre de 80 à 95%. Et idem sur ce que vous voyez sur la droite pour un peu des détections d'anomalies de comportement quand on a des changements d'intensité forts. Au niveau des indicateurs de dérive, donc excusez-moi, le temps réel est un peu difficile. Donc au niveau des indicateurs de dérive, on en a de trois types. Bon, comme je vous l'avais un peu exprimé avant, les analyses de température. L'analyse de changement des niveaux de stabilisation dans le temps et des niveaux de gradient que je vous ai décrits précédemment. Et d'autre part, au niveau des deux paramètres importants, intensité et vitesse de consigne, on a procédé à faire des agrégats statistiques sur du long terme en s'exonérant de l'aléa bagage voilà, en prenant le convoyeur à vide, parce que l'aléa bagage, il est très irrégulier dans le temps. Et bon, après, sinon, il y a aussi les fréquences caractéristiques et les niveaux d'amplitude de vibration qu'on regarde, mais uniquement sur les carousels. Voilà. Donc là, je vais passer au monitoring qui est réalisé, donc en cas de planche, hein, ça va être relativement rapide. L'outil qu'on utilise, c'est InfluxDB. C'est une plateforme qui est très pratique pour analyser les données temporelles et qui a un module de visualisation dashboard et d'alerte qui est assez efficace. Et donc, voilà, ici, on a les caractéristiques de base du convoyeur qui nous permettent d'avoir une référence toujours, et les données des capteurs, les premières mesures qui sont à disposition des techniciens, donc les intensités, les bagages, la vitesse, les températures, on voit très nettement les gradients là, et la notion de données de centrage de la bande, voilà, comme je vous l'avais dit. Sur cette deuxième planche, on a vraiment là par contre des indicateurs de fonctionnement et vous voyez qu'il y a quand même une variabilité qui est relativement importante. Donc en haut à gauche, on a le nombre d'anomalies de fonctionnement, hein, je vous avais montré les variations d'intensité et de vitesse. À côté, l'estimation de bagages. En dessous, vous avez deux indicateurs spécifiques qui sont liés au moteur, qui sont le nombre de marche-arrêt de l'équipement. Alors ici, on n'en a que 6, mais il faut savoir que c'est des choses qui peuvent monter jusqu'à plus de 50 sur 1 heure, et donc une variabilité très forte, et des conditions de moteur en nombre de démarrage et arrêt qui sont relativement importants. Alors, sur cette troisième planche, on a là, par contre, tout ce qui est des phases de diagnostic. Alors là, on va caractériser avant tout les modes opératoires de fonctionnement du convoyeur. Donc, par exemple, il est en marche pendant 7 minutes, X ou Y. Une analyse de l'état de la bande, savoir si elle est usée selon les paramètres qu'on avait fixés. Donc là, qui fonctionne toutes les 4 heures. Et une analyse de défauts relevés ou de dérives relevées dans le temps. Et sur la droite, même une analyse des capteurs, en particulier les capteurs de température, qui ont parfois des variabilités un peu importantes. Voilà, non, c'est bon, on peut passer. Sinon, ici sur cette planche, là, vous avez très concrètement
les paramètres d'intensité et de vitesse et leurs dérives dans le temps. Euh, on voit bien que on a une intensité. Alors là, on a un intervalle de temps de 6 mois hein, quand même. Donc ça vous donne visuellement des choses qui sont assez nettes. On voit que l'intensité globalement dans le temps, elle reste stable. Et par contre, on a une vitesse qui a commencé à se dégrader depuis le mois de décembre, qui est passée d'un peu plus de 0,50 à 0,49. Et donc, ça permet aux techniciens d'aller vérifier sur place. Et là, on est encore dans un état dégradé acceptable. Mais bon, voilà, pour information, juste pour information, alors, il y a eu un tremblement de terre sur le site au mois de décembre et on se demande si c'est pas un peu lié à ça. Et bon, sinon, ici, en résumé, je vous donne voilà, 4 exemples nets de ce qu'on peut relever dans le temps. Par exemple, sur 6 mois, les gradients de température qui sont tombés pour tous les convoyeurs d'environ 2 degrés. Donc ça, c'est quelque chose de net, mais qu'il faut aussi corréler dans le temps à la température, puisqu'on a des notions de contexte divers. Juste en dessous, vous avez une rupture de la vitesse après une opération de maintenance, et donc on voit tout de suite très nettement la dérive. Plus intéressant sur la droite, on a vraiment un cas concret. Fin décembre, il y a eu un bagage qui a été déchiqueté et du liquide qui a été déversé sur un convoyeur. On voit tout de suite l'impact et donc il y a eu une intervention, il y a eu excusez-moi, donc encore oui, euh, une intervention qui a été faite et qui a eu un impact globalement positif au démarrage, mais qui s'est avéré plutôt négatif dans le temps puisqu'il y a eu une forte variation de l'intensité et le problème n'est pas réglé. Voilà. Et puis sinon, juste en dessous, une dérive des anomalies sur un autre convoyeur. Voilà, je voulais juste vous donner en conclusion un peu ce que je pense. Donc, globalement, les modes de reconnaissance par les données physiques, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Bon, la détection des pannes, elle est encore que partielle, parce que peut-être qu'il faut plus de convoyeurs, plus d'analyse dans le temps et peut-être plus de données. Mais par contre, il y a 3 grands points qui sont compliqués dans les projets de maintenance prévisionnelle. C'est en particulier le déséquilibre des données entre le comportement normal et anormal. Fort heureusement, il n'y a pas beaucoup de pannes et donc du coup, c'est difficile de corréler ces éléments. L'autre difficulté qui a un peu défini Youssef, c'est que comment définir un état dégradé, comment on passe d'un état normal à un état anormal et où est-ce que ça se situe et chaque technicien peut avoir un avis un peu différent. Et enfin, ce qui est spécifique à notre projet, mais enfin, ce qui est aussi dans les autres, c'est que la scalabilité des équipements est relativement importante et c'est pas toujours facile voilà, d'analyser les dissimilarités entre équipements et ça nécessite beaucoup de temps et de données. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu plus long que prévu. Pas de souci, Sébastien, merci. Du coup, je vais puis après on passera aux questions. Je vais juste présenter Karl Berger-Levrault en quelques mots, hein, je vais aller assez vite. Alors, donc, Karl Berger-Levrault, donc Karl est une société du groupe Berger-Levrault. Nous sommes éditeurs spécialisés en gestion de maintenance, donc historique, hein, depuis plus de 30 ans. Spécialisé en gestion de maintenance assistée par ordinateur, ça c'est le terme français. Le terme international, c'est gestion d'équipement. Alors, dans différents secteurs, tous les secteurs d'activité, mais avec des petites spécialisations quand même dans le facility management pour les bâtiments. On a plusieurs gammes de produits qui sont indiqués à l'écran. C'est pour la partie maintenance, gestion de maintenance, c'est 150 personnes au sein du groupe Berger-Levrault qui est constitué de plus de 1800 personnes. Groupe Berger-Levrault qui est aussi une société spécialisée dans l'édition de logiciels. Voilà, et donc nos solutions sont utilisées dans différents secteurs, comme je vous l'ai dit, puis dans différentes zones géographiques dans le monde avec un peu plus de 10 000 utilisateurs. Alors, là, on vous a donné une vision assez d'abord théorique puis concrète hein, quand même de la mise en œuvre de la maintenance prévisionnelle. Si je donnais une vision plus générale de l'évolution, on pourrait dire de la maintenance avec la transformation numérique portée par la vague Industrie 4.0, mais on pourrait dire portée par une certaine vague technologique.
Voilà, notre vision, elle porte sur tout ce qui tourne autour de l'équipement. Donc, bien sûr, on va retrouver ce qu'on a évoqué, maintenance prévisionnelle, objet connecté, l'apport de l'apprentissage, des techniques d'apprentissage automatique euh, pour la maintenance prévisionnelle, mais aussi pour la gestion de l'énergie. On peut voir la maintenance comme un acteur qui va, euh, en fait, beaucoup se rapprocher de la production et faire tomber des silos au sein des entreprises et notamment envisager des actions de maintenance qui peuvent viser à la performance énergétique. On travaille sur d'autres axes en fonction de la nature des équipements, notamment quand c'est sur un territoire étendu, avec le SIG et la gestion numérique du bâtiment, mais donc le BIM. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Enfin, pour finir, beaucoup de, là on vous a montré des choses concrètes, mais évidemment, on a beaucoup d'actions qui se traitent au niveau recherche. Et donc, on a tout un écosystème avec des laboratoires un peu spécialisés qui ont des spécialités dans ces domaines-là, sur le diagnostic ou sur l'intelligence artificielle ou sur l'Internet des objets, beaucoup de partenariats métiers, bien sûr de façon historique et très proche avec la firme, mais aussi d'autres acteurs. Et enfin, des partenariats technologiques avec des acteurs du monde de l'Internet des objets. Voilà. Bon, merci pour votre temps. J'espère que c'était instructif pour tout le monde. Et puis, s'il y a des questions, je suis à ta disposition. Merci beaucoup. Alors, des questions? Ouais, mais ils sont encore endormis. Pas Après encore le déjeuner, c'est réveillés, ils sont difficile. toujours dans la mode sieste, on dirait. Alors, une question plutôt pour Sébastien. Est-ce que les nouveaux convoyeurs vont intégrer ces technologies dès la conception? Alors, a priori, je ne crois pas encore. Je pense qu'en fait, Alstef vend ses solutions en parallèle, donc ils installent une plateforme complète, et donc ça sera en option pour les aéroports qui le souhaitent. Ouais. Peut-être on peut juste dire un point particulier, c'est que peut-être dans le temps, ce qui va se passer, c'est que la partie, ça c'est dessus, hein, mais la partie importante sur la collecte de données, vu qu'Alstef est aussi l'industriel qui conçoit les convoyeurs, mais qui bien souvent en plus les exploite sur le site de ses clients, il y a des chances qu'ils finissent par intégrer la partie connectivité de ces équipements euh, et la conception. Alors, moi, j'aurais une question. J'avais posé la question ce matin aussi. Par rapport à la plateforme de réseau de neurones, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une perte de connaissances, puisque c'est un peu difficile de demander comment le système fait? Alors, c'est une très bonne question. D'une façon générale, on a vu sur cette partie-là, mais on a la même question qui se pose aussi sur les travaux qu'on fait sur l'optimisation automatique des plannings de maintenance, donc qui sont aussi par des algorithmes. Et donc, il y a une question effectivement assez forte sur ces sujets, à la fois de confiance des individus dans les systèmes et de connaissances qui finiraient par être portées que par des systèmes et plus des individus. Donc oui, et c'est vrai, il y a, euh, il y a cette interrogation. J'ai pas la réponse toute faite en fait aujourd'hui. Ce que je peux dire quand même, c'est que sur l'état de l'art de ce qui marche bien aujourd'hui, on a, et j'ai essayé de vous l'illustrer, il est impossible dans le cas de maintenance de se passer de l'expertise de l'équipe de maintenance. Donc pour l'instant, on a plutôt besoin de la connaissance de l'équipe de maintenance et il y a peu de chances euh, En que fait, ça vienne remplacer les systèmes. Le en risque, fait, c'est plutôt la confiance aveugle. Voilà. Pour l'instant, le vrai risque qu'on aurait, c'est la confiance aveugle dans un système qui est un système qui ne donne que des prévisions et qui ne se donne que des recommandations. voilà. Moi, j'aime bien appeler ça des systèmes Ouais. d'aide au diagnostic et non pas des Voilà. systèmes de Mhm. diagnostic. Tout à fait, c'est une bonne terminologie. Alors, une autre question, comment faire le tri entre le big data et les data utiles? Ah, très bonne question. Alors déjà, on peut peut-être régler une partie du problème de notre côté. En fait, nous, on n'est pas dans des projets big data, même Ouais. si à l'échelle
bon, quand même des convoyeurs, quand il y en a beaucoup. On a des flux de données de capteurs très importants. Mais on ne fait pas du big data. On fait vraiment du small data. Donc on est plutôt dans ce monde-là. On a plein de petits îlots des données, en plus très distribués sur les machines. On fait du traitement localisé. Et donc, on n'a pas ce problème-là. Et d'autant que c'est un problème, dans le big data, il y a beaucoup de déchets. Euh, donc, on est plutôt dans le small data et donc dans une approche, du coup, dans la data science, où on cherche à qualifier la donnée. Donc, on récolte pas tout. On n'est pas dans une approche où on dit on prend toutes les données. On est plutôt dans l'approche de dire quelle est la donnée utile et pertinente dès le départ. Si je peux me permettre, oui. ouais. Pardon, si je peux me permettre de, voilà, pour moi, la notion de big data, elle se distingue par le fait qu'on va avoir des mélanges de données documentaires, de l'acoustique, de la vibration, de la caméra, hein, pourquoi pas. Nous, on est vraiment concrètement que sur des données de mesure de capteurs IoT qui ont leur fréquence, mais comme on travaille beaucoup, comme je l'exprimais, hein, sur des agrégats, alors qui peuvent être sur des périodes courtes ou des périodes plus longues. On n'a pas cette problématique big data. On est vraiment à comparer des évolutions dans le temps de système. Voilà. Alors une dernière question. Ce matin, il y avait des intervenants qui n'ont plus d'informatique du tout. Donc ma question, c'est que fait-on en cas de perte de réseau? Vraie question. Ouais, c'est une excellente question. Alors, ce que je disais tout à l'heure, même sans perte de réseau, on se rend compte déjà que pour des raisons de passage à l'échelle, mais en fait aussi pour des raisons de résilience, il est nécessaire de faire, alors on peut appeler ça le edge, mais je dirais plutôt vraiment le calcul à la frontière, donc de savoir toujours traiter les données au plus près. Donc bien souvent, là, Sébastien n'a pas eu le temps de tout exposer, mais par exemple, des calculs d'agrégat, voire de prédiagnostic, on le fait directement sur les systèmes embarqués sur la machine ou sur les objets. Donc il y a quelques défis scientifiques et technologiques à faire ça, mais voilà, donc même si on perd, on ne perdra pas tout. Ce qui est vrai, c'est que malgré tout, le système reste relativement centralisé à la fin. Et si on perd du réseau, ou si on a un réseau qui ne tient pas la charge, parce qu'on aurait trop de données, on ne va pas avoir tout le détail de l'analyse. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le diagnostic dans l'approche que j'ai décrite. Fondamentalement, les éléments de calcul à la frontière savent directement émettre l'anomalie concernée vers un système de gestion comme une GM. Mais par contre, on perdra un bout de l'analyse. On n'aura plus les graphes, on n'aura plus de détails sur les données, etc. Mais c'est un vrai sujet, la résilience. C'est pour ça qu'on est plutôt dans une approche pas big data, qui est plutôt small data, avec beaucoup de petits îlots de données qui savent fonctionner tout seul. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci.